Question de preuve enregistrée le 22 janvier 2020. La Revue canadienne de justice et droit avec Valérie Black-Saint-Laurent et Francesca Nardi. La production et la diffusion de ce podcast, qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes, est seulement possible si vous, chers collègues, prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par Question de preuve. Je fais donc appel à vous. Supportez Question de preuve et aidez-nous à réaliser des épisodes comme celui-ci, qui permet de découvrir ce qui se passe dans le monde juridique québécois. Allez dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Questions de preuve, un podcast d'actualité juridique reconnu par le Barreau du Québec pour la formation professionnelle continue. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Aujourd'hui, à Question de preuve, nous discutons d'une toute nouvelle offre dans le paysage de la recherche juridique, c'est-à-dire la Revue canadienne de justice et droit. La RCJD est une revue axée sur le droit pénal canadien et ses enjeux, qui se distingue par son approche interdisciplinaire, son accessibilité et son esthétisme. Nos invités ont eu l'idée de rendre la recherche juridique non seulement plus accessible, mais aussi plus visuellement attrayante, en parsemant leur revue d'œuvres d'art. Valérie Black-Saint-Laurent est fondatrice et directrice exécutive de la revue. Francesca Nardi est sa rédactrice en chef. Bonjour Francesca, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à Question de preuve. Écoutez, lorsqu'on a eu vent de cette nouvelle revue avec, entre autres, avec un certain partenariat avec l'Université McGill, j'ai tout de suite été interpellé, parce qu'on parlait d'accès à la justice, qui est rendu un peu mon nouveau dada, et je pense que c'est important d'en parler et de partager la connaissance et les ressources juridiques qui existent, mais j'ai été encore plus surpris de voir, quand on parle d'interdisciplinaire, qu'on voit que là, on rejoint la sociologie, on rejoint l'art, on rejoint le droit et évidemment, on essaie de rejoindre ou de rendre plus accessible au niveau des mots les connaissances juridiques. Ça vous est venu d'où l'idée, disons, peut-être Valérie? Oui, bien en fait, ça a commencé par un cours de justice pénale en première année de droit. Donc, c'est vraiment, en fait, le cours de base, il nous montre un peu tous les enjeux qui sont liés à la justice pénale. Donc, le cours en soi est interdisciplinaire. Donc, on nous amène des notions de sociologie pour nous montrer, dans le fond, des enjeux de discrimination systémique, etc. Ensuite, des notions de droit. Puis, ce que j'avais remarqué, c'est que dans beaucoup des textes qu'ils nous faisaient lire, provenaient soit, en fait, d'écrits américains ou d'écrits qui provenaient de journaux de la Grande-Bretagne. Puis, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on lit des choses qui proviennent d'autres pays quand on a notre propre système juridique au Canada. Et une tradition juridique quand même assez bien implantée. Ouais. Oui, aussi. Puis, en fait, j'étais allée poser la question à ma professeure dans le temps et elle m'a répondu, ben c'est simplement parce qu'il n'y a pas tant de plateformes au Canada. Puis Et comme tout le monde, Valérie, quand il n'y a pas suffisamment de plateformes, on passe sa propre vue parce que c'est normal. Non, ben en fait, en discutant avec d'autres étudiants aussi, il y avait vraiment un intérêt à vouloir fonder quelque chose de nouveau. Je pense que aussi, pour quand même donner le crédit à McGill, c'est quand même un terrain fertile pour partir des idées. Les professeurs sont souvent très enclins à vouloir encourager les étudiants. Les étudiants aussi sont souvent très motivés. C'est des gens qui veulent participer à des activités parascolaires. Puis dans cette ligne d'idées-là, il n'y a pas tant d'opportunités à McGill que ça pour s'impliquer en droit criminel non plus. Donc, il y avait le club de droit criminel de McGill, il y avait la clinique Innocence, puis c'est tout. Donc, en termes d'activités plus académiques, donc des revues de droit, qui en ont beaucoup, beaucoup à McGill, il n'y en avait pas en droit criminel. Donc, il y avait aussi peut-être ce besoin-là aussi des gens qui avaient cet intérêt-là pour ce domaine de droit, de avoir une implication parascolaire qui était plus académique, mais quand même axée sur le droit criminel. Francesca, so you're a senior editor. Is it the same? So you were there at the beginning, or you were approached to be part of the team? No, I've been kind of on board since day one. I remember when Valerie had initially approached me about it. I was really excited, partly because I wanted an opportunity to get more involved, like Valerie was saying, with criminal law, because I didn't think there were that many opportunities at McGill at the time, but also because it did really seem like there was a need for something different. I think as well for a lot of young people, young lawyers, we
we really want to see new innovations in our own field. Things are changing around us, and I think this was an opportunity not only to approach criminal law from a different way, but to provide a platform for people who had a desire to bring something really innovative to the field, and that was something that I wanted to be a part of. I understand that you have a diploma in International and Relations Affairs from Madrid. Yeah. Probably not the worst place to study. Exactly. York University Bachelor of Arts in Communications. Yeah. And McGill, you're doing your JD right now. Exactly, Is that correct? So all those three things brought you to criminal justice, or the other way around? Criminal justice is a link to everything that you're doing. I'd say that all of those things kind of brought me to criminal justice, partly because what I like a lot about criminal justice is that it takes in so many elements of a variety of disciplines, right? So many of the issues that lead people to be in contact with the criminal justice system either come from issues that stem from poverty, systemic discrimination, lack of opportunity. On the international relations side, that could be issues with immigration, with legal status in a country. And so it really seemed that so many of the things that led people to be involved with the criminal justice system in the first place were really connected to a lot of other things that I was interested in. Mm-hmm. And I also really liked the human element of criminal law and criminal justice. I think that was the thing I loved most about my communications degree, was really feeling like it allowed me to connect with people and speak to people and hear their stories. And when I got to law school, I felt a bit like the human element was taken away, that we'd read all of these cases and that the people who were involved in the cases really got lost in the law. And in criminal law and criminal justice, the center is still the person, right? That this is somebody's life, and that whatever happens, those consequences are real for that person, real for their community, real for their family. And that was something that really drew me to this area of the law. I can only agree with what you're saying. Valérie, toi aussi, ton parcours est assez il est divers et bachelière en sciences sociales, Université d'Ottawa, mon alma mater aussi. Ensuite de ça, droit à McGill. Je pense aussi que tu as fait des études en Ontario au niveau de ton barreau en Ontario, c'est ça? Oui, exact. J'ai complété les examens du barreau de l'Ontario en novembre. OK. Et est-ce que tu penses que ton bac en sciences sociales a aidé ou t'a amené encore une fois vers la justice criminelle? Oui, ben c'est intéressant. C'était pas en fait, je voulais pas être avocate nécessairement au départ en commençant mes études à l'Université d'Ottawa, mais j'avais un intérêt pour les droits humains, la défense des droits fondamentaux. Donc, au cours de mes études, en fait, je pense que, comme disait Francesca aussi, de voir que le droit criminel, en fait, c'est vraiment un endroit où on peut travailler avec ces droits-là. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire concrètement. Il y a des impacts aussi réels. Donc, oui, en fait. Mais avec ton background en sciences sociales, il y a aussi l'aspect victime, je sais pas, qui t'a intéressé ou oui. C'est moins l'expertise, si je peux le dire? Je vais être franche, en fait, c'est un peu moins ce côté-là. Mm-hmm. Je pense que c'est plus l'aspect d'un système en général. Donc, comme Francesca disait aussi, c'est ça que la personne se perd aussi. Donc, autant l'accusé que la victime. Donc, on se ramasse surtout avec les acteurs du système. Donc, on a les avocats, on a les juges, puis les personnes qui sont impliquées, même les témoins aussi. Donc, tous les gens que ça l'affecte en parallèle, les familles et tout ça, mais ils sont rendus invisibles. Donc, c'est un intérêt, dans le fond, pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans une cause. Si je vous demandais à toutes les deux, d'arriver avec une réponse différente, parce que je vais vous poser la même question, mais if you have to describe the Canadian Journal of Law and Justice, what would your description be? I would say that it's a platform that's really designed to be accessible for everybody. It's designed to be informative for people who are involved in the legal profession, whether that's as lawyers, whether that's as judges, whether that's as law students, or even as somebody who maybe works on the periphery of the legal system. For example, somebody who maybe works in social work or works with incarcerated individuals. I would also say that it's really a platform that's designed to approach criminal justice issues from all angles and to hear from all actors. So not just hearing from academics who've maybe worked
only in university settings for the majority of their career, but also to really bring in the voices of the people who are impacted by these issues and also really working on the front lines of our system every day. Valérie, la barre est haute. Oui, quand même, c'est ce que je me Tu disais. réponds en deux jets. Comment tu décrirais la Revue canadienne de justice et droit? Oui, donc, plus que juste être une revue interdisciplinaire, donc pour amener des personnes de différents domaines d'expertise ensemble, c'est aussi de mettre en fait, c'est le projet principal aussi, de mettre en relation des gens et des domaines qui interagissent pas habituellement. Donc, au sein de la revue, on a, surtout de la première édition, on a des académiques, donc des chercheurs universitaires qui ont publié. On a des étudiants qui ont tous passé par le même processus de révision par les pairs, donc ils ont le même standard. On a des contributions aussi d'avocats de la défense. On a une procureure qui a soumis une œuvre d'art. On a des individus qui sont incarcérés qui ont soumis des œuvres aussi. Donc, c'est vraiment de réunir des gens qui, malgré le fait qu'ils sont en interaction au sein même du système de justice, dans la vie de tous les jours, ne sont pas en interaction nécessairement. Donc, voilà. Non, c'est excellent. And why an interdisciplinary approach? I think partly because oftentimes you see an issue of communication between different players in the justice system. It could be that there's science that shows that, you know, for example, mental health issues can really impact the way that somebody may be treated by the justice system, but that we don't always have the language to address those issues as lawyers, as judges, as legal practitioners. So really trying to bring those disciplines together so that they can better understand one another, because nothing in the justice system works in silos, right? That all of these issues are so interconnected, and that looking at issues of criminal justice through only one lens often doesn't really give us the whole picture, whether it's in a specific case or of the system as a whole, because we need to look at this from all angles, the same way that we look at an offender from all angles, a victim from all angles. And so it seemed silly to have a journal that focused only on one discipline without really being able to bring that whole picture together for our readers. Tout à fait, Valérie. Il y a tellement de choses qui se sont dites que j'ai vraiment hâte là, d'intervenir avec la revue elle-même. Mais Valérie, si on s'en va sur les œuvres d'art, parce que quand on parle de interdisciplinaire, on a des œuvres d'art et à moins que je me trompe, c'est probablement la seule revue qui existe où on introduit des œuvres d'art. Alors, chers auditeurs, je vous invite au moins à aller consulter le site Internet et tous les liens seront sur les notes de l'épisode. Sinon, de vous procurer l'édition physique là, que moi j'ai. Peut-être qu'on pourrait en faire tirer parmi nos auditeurs. Vous nous en envoyez quelques copies. Et ce qui est important, ou ce qui est intéressant, pardon, de savoir, c'est que les œuvres d'art ont tous une portée judiciaire, sociale, et c'est une approche qui est complètement différente et ça s'intègre très bien. Qui a ou comment avez-vous décidé de, bon, on va mettre aussi des œuvres d'art dans la revue? Dans l'objectif de rendre la revue accessible, parce que c'est le mandat premier de la revue. Donc, on voulait contribuer à l'avancement des connaissances, mais en s'assurant que ce soit accessible pour tous. Donc, c'est un peu notre mandat et notre contribution à l'accès à la justice. Donc, c'était aussi d'assurer qu'il y a une diversité de médiums de communication. Donc, on en a discuté un peu. Donc, oui, c'est une revue qui est révisée par les pairs. Le langage académique, légal, scientifique est très lourd. C'est pas nécessairement quelque chose qui a un attrait pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas d'intérêt, par exemple, à poursuivre des études universitaires ou faire des lectures très, très poussées sur le droit non plus. Mais il y a quand même des informations qui sont très importantes et intéressantes qui sont partagées. Donc, nous, on se disait, ben il y a d'autres façons de communiquer ces choses-là. C'est pas obligé d'être écrit noir sur blanc. Ça peut être au travers des arts visuels. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Tout à fait. Francesca, there's... So Valerie just told us that, you know, it is revised by peers and there's a certain language that, you know, lawyers use and academics use. However, if we read the
forward by Richard Joshelson. He says the volume will be distributed for free in federal penitentiaries, so we will talk about this a little later, will be open access online, and the requirements of submission are designed to create an accessible and readable product. So I understand that there's certain language, but you wanted as well to make sure that it is, for lack of a better word, readable by the general public. Yeah, so we wanted to make sure that we were finding kind of the delicate balance between making sure that the content is correct, that it's up to scratch, that it's really in line with what's happening in the profession, and that we're really picking pieces that are informative. But we also wanted to make sure that we were soliciting pieces that, on top of just being informative to people who have the background to be able to read that kind of language, they can also be informative to members of the general public. So I think we've really tried to strike that balance between having a stringent peer review process to make sure that the pieces that we're getting are of good quality, but also trying to make sure that accessibility is still being respected. Yeah, legal literacy is a challenge. Absolutely. It is something that is common. People just don't. Anyways, reading law, sometimes even for a lawyer, is a complicated thing. As for peer reviews, we have a list of peers. How did you select those people? So we really tried to focus on making sure that the peer reviewers for each piece are experts in that area. So we have a large database of peer reviewers. We have professors and academics from all across the country who generously give their time to act as peer reviewers for our journal, and they review each piece for us and make sure that they're of quality to publish. So sometimes they give them back and they're ready to go, and other times they ask for revisions from our authors to make sure that they're where they need to be. But yeah, we really try to make sure that the pieces that we're giving peer reviewers are really in line with where their expertise lies. So, for example, if we get a piece about Indigenous people in the criminal justice system, we really want to make sure that the academic who's reviewing that is somebody who has a strong background in that area. Et Valérie, le conseil consultatif, c'est une autre gang. Oui et non. Okay. Dans le sens où on les sollicite de temps à autre pour de la révision, le processus de révision par les pairs. Si il y a un article qui rentre dans leur type d'expertise. OK, il peut y avoir du cross-referencing un peu. Oui, c'est ça. On les consulte aussi beaucoup sur justement l'avenir de la revue, la direction qu'on va prendre, les thèmes qu'on va aborder. Des fois, on a des questions aussi. Par exemple, on a un article qui revient du processus d'évaluation par les pairs où l'évaluateur a demandé que l'auteur fasse des révisions. L'auteur va faire des révisions, puis nous, dans le fond, l'équipe éditoriale, on est des étudiants ou récemment gradués, on n'est pas des experts nécessairement dans le domaine. Si c'est pas des modifications qui sont très lourdes, on va pas nécessairement retourner le manuscrit pour un processus de révision. Mais donc, on a une banque de chercheurs qu'on peut consulter et demander, donc, tel sujet a été abordé de telle façon. Est-ce que c'est abordé de façon appropriée? Est-ce qu'il y a des enjeux ici? Donc, c'est ça, des conseillers experts dans leur domaine qu'on peut consulter pour s'assurer que ce qu'on publie, c'est de bonne qualité, puis c'est adéquat, puis c'est représentatif aussi de la réalité. Who's admissible, Francesca, to submit an article? Anyone. So we accept pieces from academics, we accept pieces from practitioners, we accept pieces from students. So we really want to make sure that we're getting a whole variety of voices. So we've tried again with our submission guidelines to balance the need for thorough research, but we also really want people who maybe would not have submitted their work for publication to other journals to approach us with their submissions. And how do you... I know the website has a public appeal to the public. You know, like you can a call for submissions. There you go, a call for submission. But any other could a convict, let's say, submit a piece? Absolutely, yeah, absolutely.
OK. And même chose, la question pour toi, Valérie, mais au niveau des œuvres d'art, est-ce que tu as besoin d'un artiste établi pour... Non, en fait, c'est l'objectif de la revue aussi, c'est ça. Donc, on voulait pas seulement donner une place à des gens qui étaient déjà établis, autant chercheurs qu'artistes. C'est un peu notre croisade contre le monopole du savoir, là, qu'on appelle. Donc, en fait, il y a une partie des œuvres d'art qu'on reçoit qui proviennent du Justice Exchange, qui est un organisme qui a été fondé à l'Université Bishop par la docteure Vicky Chartrand, qui, dans le fond, c'est un programme d'art-thérapie au sein des pénitenciers canadiens. Donc, eux, ils nous envoient certaines œuvres d'art qu'ils auront sélectionnées. Nous, on refait le processus de sélection parce qu'on veut s'assurer justement que des gens qui sont incarcérés ils font partie du dialogue de notre revue. Mais sinon, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, on a, comme je mentionnais, on a une procureure qui a soumis une œuvre d'art qui a été publiée à la dernière édition. Oui, maître Alexia Bistricki. Oui. Je m'excuse si j'ai une mauvaise prononciation, mais c'est elle qui a soumis son œuvre d'art, c'est ça? Exact, oui, c'est ça. Et qui d'ailleurs, si je peux me permettre, là, comment elle décrit, là, dans les réflexions de l'artiste, elle décrit cette peinture tente d'illustrer l'angoisse vécue par les justiciables, y compris ceux des groupes marginalisés, qui naviguent le système judiciaire. Grosso modo, c'est un peu ça que l'œuvre d'art tente d'établir. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment ouvert, en fait, à ce que tout le monde soumette des œuvres d'art. C'est ça, c'est l'objectif de la revue. On veut mettre des gens en relation au sein d'un même produit, des gens qui ne seraient pas en communication habituellement dans d'autres circonstances. À toutes les revues, il va y avoir la même image sur le dessus? Pas la même, mais Okay. la même artiste, en fait. Okay. Donc, on l'a pas mentionné, je pourrais le mentionner, mais Isabelle Filiatro, c'est une artiste québécoise. C'est la première artiste qui a collaboré avec nous. Puis, elle a des galeries d'art à Montréal et à Québec. Puis, dans le fond, toutes les œuvres qui sont sur notre site web lui appartiennent. Donc, elle nous a permis d'utiliser ses œuvres pour nos publicités et tout. Ouais, vraiment. Puis, And to use her space as ouais, well. c'est ça. Puis même ses galeries, donc on a tourné une vidéo promotionnelle aussi qui se retrouve sur notre page Facebook. C'est dans sa galerie d'art aussi. Il était super partant. Puis dans le fond, ils sont sur notre conseil. Ils nous donnent des conseils aussi. Ils nous ont aidés à choisir les œuvres pour s'assurer que ce soit cohérent. Donc, la disposition, en fait, des œuvres d'art et des réflexions de l'artiste, ça a été réfléchi quand même aussi. Donc, se constater, donc, on a toujours l'œuvre d'art sur la page de droite et la réflexion de l'artiste sur la page de gauche. Puis l'objectif avec ça, c'était que on voulait pas non plus que quelqu'un lise la réflexion de l'artiste avant d'avoir vu l'œuvre, parce qu'on voulait que un lecteur puisse se faire sa propre idée, se faire sa propre interprétation, sans être influencé par ce que l'artiste voulait dire. Puis ensuite, justement, de pouvoir tourner la page et de voir, voici ce que l'artiste a voulu dire, mais que c'est pas venu interférer dans leur processus personnel de réflexion. And I think, too, what's so nice about having the art there is that it really gives people the opportunity who may not be writers by nature, right? There's so many ways to express yourself, to be part of the conversation. And I think that allowing people to be part of the conversation in ways that are also comfortable for them, that allow them to bring their own voice to the discussion, it's a really important part that I think so often in the law, we look at certain ways of communication as like, this is the right way, this is the wrong way, this is the right way to write something, the right way to speak. And I think that discourages a lot of people from participating. So I think even just saying to people, like, we want to hear your voice, whether that's, in an image, in a painting, in whatever way you want to present it to us, it opens the door for people to kind of just be part of something, and I think that that's really important. It is part of access to justice. Absolutely. Basically, that's what it is. Knowing that you have a voice, it's part of free speech, free expression. I think it's super important. And people have responded so well to it. I think that's the other thing. Like, people are really excited to feel like they're hearing from people in a different way. And, like, I think that reception as well is an important part of the conversation, that people also know that, like, their work is being received, like, with gratitude from other members of the community. I think it's a really, really special thing. Puis un privilège pour nous de pouvoir publier des œuvres qui sont faites par des gens qui sont incarcérés. Parce que c'est des individus qui subissent le système
plus qu'ils participent d'une certaine façon, dans le sens qu'une fois qu'ils reçoivent leur sentence, ben c'est ça, qui est ça. Puis ils sont justement exclus un peu de la conversation dans la société sur qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, c'était une façon de pouvoir mettre de l'avant ces discussions-là ou ces enjeux-là qu'eux, ils vivent, puis les re-rentrer dans la discussion laquelle on les avait un peu mis à l'écart. Pour votre information, dans la 2e édition, on a une plus grande variété, en fait, de gens qui ont soumis des œuvres d'art. Donc, pas juste des gens qui sont incarcérés, ni des gens qui sont des acteurs du système de justice pénale, mais vraiment un peu partout. Je pense que le simple fait de vous faire connaître, au début, on va chercher les œuvres. Maintenant, j'imagine qu'il y a plus de monde qui vont les soumettre. On a une Megan White là, qui, elle, a soumis une œuvre aussi qui a été faite en collaboration avec 26 Autochtones qui sont incarcérés dans une prison au Québec. Et c'est une œuvre collaborative. Là, elle, c'est une art-thérapeute, en fait. Donc, c'est son travail. Elle va dans les pénitenciers, crée des programmes d'art-thérapie. C'est une artiste autochtone aussi. Donc, elle chapeaute ces projets-là, puis c'est ce qu'elle fait. Donc, c'était un de ses projets, dans le fond, dans le cadre de son travail, qu'elle nous a soumis pour la première édition. Francesca, so how would I go about right now to contact you and actually propose a document? So I don't have to do the peer review myself. No, none of that. I just submit it, and the peer reviewing process is going to go through you. Is there a date de tombée? I don't know how to say. A deadline? Yes. So the submission deadline for our issue that's coming out this spring just passed recently in December. But starting shortly after the publication of our second issue, we're going to be putting out another call for submissions. So we'll be sure to keep you posted on the date that we're calling for submissions. And hopefully some of your listeners who may be inspired to submit something can do so then. In French or English, obviously. Yeah. Is there, so the turnaround is fairly long, so I guess it's a strenuous process? So we try to keep the turnaround as short as we can because we ask for exclusive submissions to our journal. And obviously, if it's not selected for publication, we want to give authors a chance to submit it elsewhere. So we have kind of a couple of levels of selection. So when we first receive a piece, we do our own internal review that's just within the editorial team to see if, for example, the piece meets our submission guidelines, if it goes with the theme that we're proposing for that particular issue. And once it passes internal review, we'll let the author know right away that it's past that step. And at that point, we'll send it right off to peer review. And we usually give the peer reviewers several weeks to look through the piece, and then we let the author know shortly after if the piece has been accepted for publication. Le processus le moins difficile, ou dans le fond le plus facile, ça a été de trouver des chercheurs qui voulaient collaborer avec nous. Parce qu'ils étaient tous prêts à embarquer dans un projet comme ça. Fait que puis même aujourd'hui, envoyer des courriels puis demander à des peer reviewers, ils disent souvent oui. Puis je pense que l'attrait, c'est que nos articles sont pas très longs. Ils sont entre 4 et 8 000 mots. C'est pas, oui, est-ce que vous pouvez prendre un mois pour réviser 40 pages? Ouais. C'est comme, oui, est-ce que vous pouvez prendre un mois pour réviser 10 à 30 pages ou 20 pages? C'est plus court. Puis, ouais, fait qu'ils ont été super partants, en fait, pour participer à ça. Les difficultés, ça a été plus au niveau administratif, puis partir quelque chose, là, vraiment de rien, mais les chercheurs sont super ouverts à ça. Great. We're going to take a little, a short break, and that's a super segue. Valérie, tu vas nous parler un petit peu de la 2e édition. C'est quoi les sujets et comment vous avez déterminé tout ça? Absolument. Parfait, merci. Merci. OK, chers amis juristes, c'est le temps de vous encourager à accumuler vos heures de formation professionnelle reconnues par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec de la façon la plus facile qui soit. Pas besoin de chercher des formations en ligne ou en salle, si même les formations de groupe vont continuer à exister. Vous n'avez qu'à aller dans votre application de podcast favorite comme par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Pocket Cast. Écrire question de preuve dans la barre de recherche et vous abonner. Faites subscribe. L'écoute de questions de preuve est complètement gratuite. Mais si vous voulez des heures de formation professionnelle continue, vous pouvez les obtenir avec questions de preuve pour aussi peu que 10 $ l'heure. Imaginez faire votre formation professionnelle dans l'auto, à la maison ou en faisant vos exercices. On vous propose des sujets actuels et variés, faciles d'accès. Le présent épisode n'est pas reconnu par les ordres professionnels pour la formation continue, mais c'est tellement intéressant et on remplit notre rôle de rendre la justice accessible qu'on l'a diffusé quand même.
Nous allons continuer à diffuser des épisodes comme ça pour vous garder informés de ce qui se fait ici, au Québec, dans le domaine juridique. Tous les détails concernant la formation professionnelle continue sont dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. We are back with Francesca Nardi et Valérie Black Saint-Laurent qui viennent nous entretenir sur cette nouvelle revue dont la première édition, le premier volume, est sorti en mai 2019. On va avoir en mai une nouvelle édition et justement sur cette nouvelle édition-là, on a des témoignages d'experts. Valérie, peut-être pour commencer par toi, pourquoi cette direction-là? Une des raisons, en fait, pourquoi on a décidé d'aborder ce thème-là, c'est que c'est un thème qui est de plus en plus grandissant, en fait, en droit criminel, avec l'avancement de la science, des technologies. Donc, on a de plus en plus d'experts, en fait, qui viennent témoigner dans les procès. C'est aussi un domaine qui n'est pas très bien compris, même au niveau des juges et des avocats. Donc, l'expertise professionnelle, les mots qui sont utilisés, comment est-ce qu'on interprète ça. Ça a été maintes fois répété que c'est un facteur contributif aux condamnations injustifiées pour plein de raisons, dont une incompréhension des fois des domaines qui sont abordés. Donc, pour cette raison-là, on a décidé que ça serait un bon thème pour notre seconde édition. Francesca, one of the goals is to facilitate access to justice. Expertise are expensive. I understand from what Valérie told us, they're used more and more, but still finding an expert, sometimes you have to go to the United States. Is it a little bit counterintuitive with the journal? I would say no, only because it allows us to have a discussion about expertise that's more inclusive. So I think oftentimes the discussion about who gets an expert, why we hire an expert, what the role of an expert is something that may just happen between the lawyers, right? That maybe the client isn't particularly involved Correct. In making that decision, or that we're not hearing from the experts themselves. So I think that that's also something we really wanted to invite with this topic, was to have people who work in other disciplines, who may do work as expert witnesses, whether that's in science and technology, or medicine or forensics or any other field, to feel like they also had a chance to chime in about what they felt on their side maybe wasn't working in our system, or what they wish people knew about the kind of work that they did as well. So I would definitely say that we're trying to facilitate access to justice by having a more transparent conversation about expertise that really brings in all of those voices. Did you guys actually reach out to some experts to for them to submit some? So we've really tried to make sure that the call to submissions has gone out through a variety of different networks. So we have hopefully a couple pieces that are still in the review process right now from people who work in those fields that hopefully you guys will all be able to read in our issue coming up this May. No scoops. None. No plugs at all. Yeah, no. Valérie, vous avez décidé aussi de travailler peut-être avec des partenaires pour l'autre édition? Oui, donc on va travailler avec Innocence Canada pour la seconde édition. Justement, comme mentionné plus tôt, le thème des experts est un thème qui est abordé lorsqu'on parle des condamnations injustifiées. Donc, c'est un thème que Innocence Canada était enclin à vouloir se joindre à nous. C'est aussi leur 25e anniversaire d'existence en 2019. Donc, ils vont participer avec nous. Je vous donne pas trop de scoop non plus parce que sinon, on va vous donner. On vous a invité. Mais une portion importante des œuvres d'art qui vont être soumises à la seconde édition proviennent de Innocence Canada et je vais m'en tenir là. C'est quand même pas mal. Je vous ai dit au début de l'entrevue, hors enregistrement, que je suis pas un outfit journalistique, mais là, je commence à avoir des scoops. With the new edition, are you reaching out to a new readership? I would say that as the journal grows, we're hoping that we're going to be reaching more and more people. I think as well, establishing relationships in the broader community has been great, whether it's with our peer reviewers who are now more aware of us, whether it's with our wonderful board who are always great about getting the word out. I think we're reaching different people, and I think that our hope is that each year that the journal grows, our readership is going to grow as well, and that
Again, people who are maybe attracted by the artistic component of the journal or the readability of the journal will kind of form a larger part of our readership as well. Valérie, est-ce que vous avez un nombre maximum de pages que vous visez ou lorsque vous sortez une nouvelle édition? On veut s'assurer que le format il reste lisible. Donc, on n'a pas un nombre de pages prédéterminé. Je pense que c'est plus un nombre d'articles. Donc, on essaie de se situer entre 6 à 8. Il y en avait évidemment beaucoup moins dans la première édition. Okay. On est en train d'évaluer combien on va en publier à la deuxième après que tous les articles soient revenus du processus de révision. Mais idéalement, on s'en tiendrait à environ 6 à 8. Okay. And how do you go about if you refuse a submission? It must be hard, no? Somebody put his heart and soul in submitting something. Is it complicated or? We really try to be constructive. We think that every piece has immense value, and even if it's not the right fit for our journal, we want to make it clear to authors that we are very appreciative that they chose to submit something to us in the first place. So when we do refuse a submission, we really try to give the author constructive feedback about maybe what would need to be improved for it to be published. And we hope that is helpful to them as well. Because I understand, I think, Valérie, you touched on this a little earlier, but you are asking for exclusive submissions. Yeah, and so that's one of the reasons why we try to be constructive as well, because we know that if they've chosen to submit to us, they think that our journal has something important to offer, and we want to also be able to give back to the authors by indicating to them maybe where the issues were in their piece, or why we felt that we couldn't publish it in our journal, either so that they can then go on to publish somewhere else, or that they can consider resubmitting to us at another time once those modifications are made. À ce sujet-là, les guidelines en fait de soumission et même d'évaluation du processus par les pairs sont toutes disponibles en ligne. Donc, on a un processus très, très transparent aussi. On veut pas que les gens qui vont soumettre des articles sentent que nos décisions sont arbitraires non plus. Donc, on va s'assurer justement dans nos commentaires d'utiliser les grilles qui sont disponibles aussi sur notre site web pour qu'ils puissent voir justement si nous, on a identifié des lacunes, où sont-elles, comment est-ce qu'on les justifie. Et tous ces liens-là, de toute façon, seront aussi disponibles sur les notes de l'épisode. On va essayer de partager ça le plus possible. Et ça nous fait, encore une fois, un bon segue. C'est très facile à lire, ça se lit bien, c'est extrêmement intéressant. If you have one article that shows the color of the journal, what would it be? I really loved the piece on juries in Canada just because I think it was so topical. I think it was really grounded as well in a case and an example that was super talked about at the time and that sparked a lot of really important debate within the legal profession and outside of the legal profession. And I think it kind of it highlights how complicated the discussion about criminal justice and our system can be, and exactly why we need accessible journals, why we need people to have a better understanding of what goes on in our system and really how much work we have to do to make our system more fair. So we would be talking about the piece by Loic Welsh, Evolving Conceptions of Canadian Juries. Exactly. I have to agree, actually. It's, and for somebody who doesn't do any criminal law, I think it was very, very interesting. C'est le juge Iacobucci, je pense, qui avait aussi écrit un topo là-dessus avant que cette cause-là soit entendue. C'est très intéressant. Valérie choisit d'autres choses. Oui, OK. Moi, ça serait l'article par le docteur Omid Milani. Donc, An Image of Justice, a Reflection on Law and Image. Je crois en fait que ça représente vraiment notre vue, en fait, finalement. Donc, c'est un article qui est un peu plus philosophique, mais qui discute justement de la rigidité du domaine du droit, de devoir absolument utiliser des mots ou un langage verbal pour être en mesure d'expliquer ou de définir ce qu'il y a à définir. Donc, c'est un peu un ode à l'expression visuelle ou à d'autres modes de communication. Tu es un professeur à l'Université d'Ottawa, d'ailleurs. En effet. Et il est aussi un dessinateur, hein, je me souviens. Oui, aussi, il fait... un illustrateur. Un illustrateur, c'est ça, voilà. C'est le bon mot que je cherchais. C'est ça. C'est un illustrateur, oui. Il a sa propre... Il est docteur en droit à l'Université d'Ottawa, donc puisque c'est mon alma mater, j'avais fait quelques petites recherches, et c'est ça, il est aussi illustrateur. Donc, et est-ce que soumis
une œuvre d'art, lui, sur... Donc, en fait, elle n'est pas dans la version imprimée, mais elle est dans la version web de notre revue. Et la raison pourquoi, en fait, c'est que son œuvre d'art accompagnait son article. Donc, on ne l'avait pas initialement mis dans la revue papier parce qu'on avait fait une sélection différente, en fait, des œuvres d'art visuelles et ensuite des écrits plus académiques. Mais on s'est assuré de l'intégrer dans la version en ligne. Ouais, tu vois, moi, j'avais pris la version papier pour être le plus le plus puriste possible. Puis là, je m'aperçois qu'il me manque un bout. Mais c'est vraiment intéressant. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne laisse jamais partir mes invités sans qu'ils nous donnent un truc, un outil, un item, quelque chose qu'ils utilisent dans leur vie professionnelle courante et qu'ils voudraient partager et qui pourrait permettre peut-être aux gens qui nous écoutent d'avoir des petits trucs. Moi, j'appelle ça l'outil du praticien, Practitioner's Tool. J'ai toujours des idées souvent basées sur l'informatique de mon côté, mais je vous laisse libre cours. Peut-être Valérie, tu veux commencer? Oui, donc dans mon Gmail, en fait, notre Gmail d'équipe pour la revue, en fait, ça m'aide, moi, je sais pas si Francesca, ça lui tape sur les nerfs un peu, mais bon. J'ai vraiment un système... Elle a pas dit non, elle est juste Elle a pas dit non, elle a juste ri. Ouais, c'est ça. C'est pas sûr, mais bon. Assez intense pour catégoriser mes courriels. Donc, ils ont l'option, en fait, dans Gmail, de pouvoir changer l'onglet qui indique que c'est important. Donc, on passe de la petite étoile jaune à rouge, orange, vert, des petits des points d'exclamation. Des points d'exclamation. Donc, c'est ça. Moi, j'ai construit toute une légende là, pour qu'on sache les manuscrits sont rendus où dans le processus. Qu'est-ce qu'on attend une réponse de l'auteur? Est-ce qu'ils sont rendus au processus de révision par les pairs? Est-ce qu'ils sont en train de se faire éditer par notre équipe? Est-ce qu'ils sont prêts à être publiés? Donc, ils ont chacun un onglet pour ça. Mais la question que j'ai pour toi, alors, est-ce que tu fais du tri par étape? OK, donc en plus de ça, tu veux savoir. Donc, tu pourrais savoir lesquels sont rendus au processus de révision par les pairs. En fait, c'est ça l'objectif, c'est que quand j'ouvre la boîte courriel, je veux être capable de regarder en un clin d'œil puis de savoir qu'est-ce qui est rendu où. Okay. Ça fonctionne. Mais donc, il faut que tu sois activement en train de changer les items. Oui. Donc, Inbox Zero, pour toi, Valérie, ça n'existera jamais, c'est ça? Elle est toujours à zéro. Oh, wow, Elle bravo. est toujours triée. Oui. Bravo. C'est un peu obsessif, ouais. Je vois James qui vient de se retrouver. Ouais, c'est un peu obsessif. What do you got for us, Francesca? So, mine's kind of in the, I guess, a little bit opposite, that I would say really, maybe it's also a bit generational, that kind of as a young person, I feel like oftentimes we rely on technology so much that I would say my tool is the face-to-face meeting, that a lot of people, whether it's young law students, young professionals, we forget about the importance of actually sitting down with somebody face-to-face. And so I think working with other editors, working with other people on the team, just actually getting in a room together is so, so, so important, because you have all of these incredible discussions that can be so fruitful that maybe wouldn't have just come from that email thread or wouldn't just have come from a message that you send to one another. And I think for our journal as well, that's been a huge part of how we've been able to work as a really cohesive team over the last couple of years, despite people graduating and moving on and starting their careers and kind of going in different directions, that kind of finding time to get in a room together is still really important despite all these amazing technologies that we have. Correct. Do you have any tricks to make sure that you stay on point and 25-minute meetings doesn't last I mean, definitely arriving with an agenda is a huge one. But also arriving with an agenda that you think will take half the time of what your meeting is, to kind of allow the conversation to drift enough that it's fruitful, actually, that sometimes sticking too rigidly to the agenda kind of shuts down a lot of great ideas. So leaving yourself time to talk about things that maybe you hadn't anticipated.
That's very nice. Human touch. Human touch. Maybe Yeah. we sound bad now. Yeah, Not well- robotically. She rehearsed the answer. No, trust me. But Valérie, I'm going with technology. So. Bon. Alors, mon outil, ce qui sera pas une surprise pour personne, ça a encore rapport avec Google. C'est Google News que j'utilise tous les jours. C'est là que je prends mes nouvelles. C'est là que aussi Google commence à savoir un peu mes goûts et mes intérêts pour la technologie, pour la musique, pour la politique américaine, un peu parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est pas ça le truc que je veux vous donner, c'est que maintenant, Google News nous permet de choisir des régions, 2 régions et 2 langues. Alors maintenant, j'ai choisi Montréal, le Québec comme une source de nouvelles et le Canada anglais. J'ai vraiment mes sources de nouvelles Québec en français et aussi Canada anglais et j'ai ça agrégé dans mon Google News. Simplement aller dans les options, on choisit région et langue, on peut en choisir 2. C'est vraiment excellent. Donc les gens qui ont de la famille à l'extérieur, qui veulent avoir, je sais pas, pour ceux qui ont étudié à Madrid, on sait jamais, ils veulent avoir encore des nouvelles de Madrid en espagnol, bon, on peut le faire de cette façon-là. Puis je pense que c'est une excellente façon de rester informé parce qu'on est tous accros de nos téléphones. Et n'oubliez pas que je vous ai donné déjà des trucs pour digital well-being, comment être moins sur son téléphone. Moi, je m'en sers pas, par exemple, ça c'est certain. Je vais vous laisser, chers auditeurs, avant de remercier Francesca et Valérie, sur quelques paragraphes en intro dans les acknowledgements, rédigés par Maître Robert Israël et Maître Roberta Hartel-Côté. Et 3 petits paragraphes, je pense, qui résument bien l'objectif de la Revue canadienne de justice et de droit. Et je cite. The arrival of a new academic journal is an event to celebrate. We suggest that the birth of the Canadian Journal of Law and Justice is especially so. The CJLJ is the product of the vision and energy of a dynamic group of law students. With each edition, succeeding groups of students will invite submissions that will inject the legal landscape with fresh ideas and ideals. This inaugural edition is appropriately dedicated to access to justice, an often invoked theme that is still in urgent need of thought and discourse. This is especially true within the criminal justice system, whose actors continue to seek appropriate and hopefully innovative avenues to properly protect and assist victims and ensure that all accused, regardless of their background, benefit from the full protection of fundamental rights. Alors, je pense que ça résume bien ce que la Revue canadienne de justice et de droit vise, ce qu'elle veut atteindre comme objectif, and of the importance of the Canadian Journal of Law and Justice in the legal landscape here in Quebec and Canada. Francesca Nardi, thank you so much. Congratulations for your work. What's coming up for you? So, like I said, I'm just finishing up at McGill, so I'll be graduating this spring. I'm going on exchange to finish out my degree in Italy for this next semester. And then after that, I'm pursuing my LLM, my master's in law. Right now, it looks like I'll be at Georgetown University in DC. So yeah, you can, I guess, keep up with me on LinkedIn Nice. or through the journal. Yeah. Great, thank you so much. Valérie, merci encore. Félicitations pour le beau travail. Merci. Je pense que c'est un projet qui va fonctionner de longue haleine. Ça doit être beaucoup de travail. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où on peut te trouver? C'est quoi les projets qui s'en viennent? Le barreau? Oui, c'est ça. Donc, l'examen du barreau au mois d'avril. Donc, on va espérer que ça va être une fois. Puis, le stage ensuite. Sinon, la revue, on continue avec la revue. Donc, on peut me suivre comme Francesca donc sur LinkedIn ou sur les sites de la revue. Merci beaucoup. Merci, vous deux. Thank you so much. Thank you for coming.